on parle du fascisme, est-ce qu'un fascisme contemporain est possible? Vous répondez tous avec des nuances différentes que finalement oui. Mais sur ce qui est au cœur du livre, c'est le processus de fascisation. Parce que dans le livre, hein, vous le répétez bien, je le répète pour ceux qui n'ont pas été attentifs, vous dites bien, on ne vit pas encore, en tout cas, sous un régime fasciste, sinon on ne serait sans doute pas là à faire ces émissions. Mais ce que vous décrivez, et quand on parlait dans Sauvagement, c'était ça, c'était ce processus de fascisation. J'aimerais bien que vous tout simplement peut-être l'expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, ce processus de fascisation, en quoi il est lié et différent du fascisme, et puis je vous ferai réagir tous les deux sur cette notion. Oui, en effet, ce sont des traits qui travaillent, qui infusent, qui deviennent de plus en plus familiers, acceptés, où les seuils de tolérance, en fait, se cassent un peu la figure. En fait, c'est ça aussi qui est grave. C'est justement face à tout ce qui se passe à l'égard des migrants, la violence jusqu'à la mort, et l'indifférence, en fait, la banalisation de ces morts généralisées. On a entendu récemment un ministre de l'Intérieur récuser le fait que les forces de l'ordre lacéraient des tentes. Mais bon, heureusement qu'il y a des reporters pour documenter très précisément cette violence, même si certains préfets voudraient interdire aux dits reporters, aux dits journalistes d'enquêter, de prendre des images, etc. Et à cet égard, évidemment, la loi sécurité globale est tout à fait décisive pour instaurer de plus en plus cet état d'exception qui se généralise, avec une violence qui se banalise. Il faut parler du racisme de plus en plus structurel. Je pense que quand on est face à des lois qui suscitent peu de mobilisation, comme la loi séparatisme, qui vise à se focaliser sur les musulmans, là, on est face à un phénomène très grave, avec des dissolutions qui sont des dissolutions d'organisation. Oui. Je pense au CCIF. Je veux dire, mais qui pourrait justifier, vous avez peut-être vu la justification, un signe en fait de la dissolution du CCIF. C'est vraiment un processus très dangereux. Le CCIF, c'était un collectif de juristes, d'avocats défendant les personnes victimes d'agressions, de violences islamophobes. Et qu'on puisse dissoudre sans autre forme de procès et sans que cela suscite une mobilisation importante, ça me paraît très inquiétant. Ces traits de fascisation, ils sont liés à une violence structurelle qu'on peut, je crois, nommer une violence d'État. À partir du moment où les violences policières que des médias un peu mainstream ont fini par admettre quand on a vu la violence qui s'abattait sur les opposants au régime, en l'occurrence le soulèvement populaire des Gilets jaunes, que Laurent connaît bien pour avoir écrit à leur sujet, quand on voit que il n'y a nul mot de compassion de la part du pouvoir face à ces dizaines de personnes qui ont été gravement mutilées, définitivement blessées. Quand on voit aussi que cette violence-là, ça faisait des années qu'elle s'abattait à l'égard de populations victimes elles-mêmes de discrimination raciste. Quand on voit que la police, une partie de la police, est de plus en plus sur une attitude factieuse et ouvertement raciste. Je ne parle même pas du fait que 74%, d'après une enquête du CEVIPOF, du Centre d'études de la vie politique française, 74% des policiers d'Active diraient tranquillement qu'ils votent pour le Rassemblement national. Mais je pense, par exemple, à ce que nous avait donné à entendre le documentaire de Arte Radio, rendant compte dans un commissariat de Rouen des discussions banales où il est question de négresse, de youpin, de bico, de guerre raciale, du fait qu'il faut s'armer, qu'ils sont en train de s'armer, ces policiers. Et quelques jours plus tard, un commandant de police, sous le sceau de l'anonymat, vient expliquer sur une station de radio importante de service public que ce n'est pas une dérive, que ce ne sont pas des brebis galeuses, que c'est quelque chose de structurel. Quand on a des tribunes factieuses, qui parlent des hordes de banlieue, qui parlent voilà, tout ça, c'est guerre raciale, guerre de civilisation. Mais je pense qu'encore une fois, il faut aussi revenir à la façon dont cette hégémonie culturelle autour du bouc émissaire migrants, étrangers, musulmans a très largement débordé la sphère de la droite et de l'extrême droite classique.
Voilà, je pense par exemple... Et conquérir l'État, parce que ça c'est un argument du livre, qu'au fond l'appareil d'État est configuré pour servir... Mais au point que le président de la République lui-même puisse accorder une interview exclusive à Valeurs Actuelles, pourtant condamné pour ces raisons de racisme, d'incitation à la haine. Jean-Yves Prontière, je vous donne la parole sur... Peut-être vous disiez tout à l'heure, on a vu que vous aviez des divergences, mais qu'en tout cas ce processus de fascisation, il vous intéressait. Non, mais la notion de processus de fascisation, je la trouve bonne. C'est-à-dire que ça permet justement de ne pas parler de fascisme quand on n'est pas confronté à du fascisme, mais de désigner des processus dangereux et qui peuvent embrayer sur des processus de radicalisation beaucoup plus forts. Alors après, tout le problème, c'est aussi la question de la demande populaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tomber dans une démonologie où finalement ce serait une violence d'État qui descendrait comme ça, comme si le fascisme partait jamais du bas. Hein, je repense à une phrase de Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe qui disait on ne comprendra pas le fascisme, donc on ne comprendra pas pourquoi les masses ont désiré le fascisme. Oui, mais ça, il faut interpréter cette phrase. Oui, mais c'est un vrai problème. Oui, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et on peut pas l'obturer non plus complètement, puisqu'après tout, il y a une spécificité française. Enfin, regardez l'Allemagne aux dernières élections, il n'y a pas eu de discussion sur l'islam. C'est pourquoi je suis un peu insatisfait des explications par l'ensauvagement du capital, parce que Madame Merkel, c'est vraiment quelqu'un qui mène une politique pro-capitaliste. Elle a été capable d'accueillir 1 million de réfugiés en Allemagne. Oui, dans quelles conditions pour les faire travailler? Non, oui, je sais, c'est le discours classique. Mais bon, non, c'est pas un discours, c'est une réalité sociale terrible pour les personnes on aurait pu aussi ne pas les prendre et on pourrait les continuer. Vous savez que c'est du travail gratuit qui est exigé de ces personnes. J'espère que vous ne voyez pas ça comme de la pure rhétorique, c'est une réalité qui touche des gens. On aurait pu aussi faire comme on fait, et comme fait le reste de l'Europe, les abandonner à Bachar el-Assad. Oui, je suis d'accord. Non, mais ne dites pas qu'il y a un accueil. Mais oui, mais c'est quand même ça le problème. Il n'est pas purement généreux magnanime, mais il y a un accueil. Ça ne rentre pas dans le cadre du concept de processus de fascisation. Donc je pense qu'il faut quand même être très attentif. Voilà, donc on ne peut pas se lancer dans un tableau, disons, la situation française est effectivement très dure. Ça, je suis d'accord, la France va très mal de ce point de vue-là, et c'est un pays qui est manifestement beaucoup plus avancé que d'autres dans la voie de la tentation autoritaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la situation électorale, enfin concrètement, massivement, l'électorat plébiscite une forme de nationalisme autoritaire plus ou moins dur. Donc on est effectivement dans une situation très délicate, mais je ne pense pas qu'on puisse expliquer cette situation par des analyses non différenciées. On a besoin d'analyser des contradictions sociales, des dynamiques contradictoires, une dynamique du capital, une dynamique de la démocratie, même plusieurs dynamiques de la démocratie, même plusieurs dynamiques du capital, parce qu'il y a différentes formes de capital, différentes formes de capitalisme. Voilà, et que donc il faut quand même résister à la tentation du tableau où on accumule des faits de gravité très différente, parce que l'adhésion, le vote Front National dans la police, les violences policières, c'est très grave. L'interview du président à Valeurs Actuelles, je veux dire, bon, Mitterrand faisait fleurir la tombe de Pétain tous les ans, voilà, enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est assez classique. Donc je trouve qu'il ne faut pas mettre des choses de niveau différent au même niveau. Je donne la parole à Laurent Jean-Pierre, développer comme vous le souhaitez, mais j'aimerais quand même vous entendre sur l'aspect différencié, justement, c'est une question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, d'ailleurs, sur la singularité du cas français, parce qu'on peut se dire, bon, effectivement, la situation est grave, en même temps, on voit aussi une extrême droite au pouvoir. Si je reste dans le domaine des démocraties, entre guillemets, pluralistes, on a l'extrême droite au pouvoir en Inde, on a eu l'extrême droite avec Trump au pouvoir aux États-Unis, quand même la première puissance mondiale. Donc qu'est-ce qui fait elle est forcément singulière, la situation française, c'est une palissade, mais qu'est-ce qui fait sa singularité ? Oui, c'est difficile à dire parce que je suis d'accord, c'est un phénomène mondial. Je crois que c'est des phénomènes qu'il faut analyser à l'échelle mondiale et pas simplement à l'échelle nationale. On l'a dit, crise économique est quand même effectivement une toile de fond à partir de laquelle sans laquelle il est difficile de ne pas penser, parce que c'est vrai que cette crispation, Ludivine en a parlé, en l'absence de consentement, il y a une crispation violente des pouvoirs à partir du moment où il y a des mouvements sociaux successifs qui n'ont pas cessé depuis 2008, qui ont cessé depuis la pandémie, mais qui en réalité sont constants depuis la crise financière de 2007-2008. Et donc ça, c'est un point qui est présent dans plusieurs régions du monde. Le deuxième point, c'est qu'il y a une crise des démocraties représentatives qui fait qu'effectivement, le système de parti ne canalise pas du tout, disons, les différentes aspirations qui peuvent s'exprimer dans la population. Et du coup, il y a de la place pour des démagogues, néofascistes ou pas, de toutes sortes, dans plein de systèmes politiques. Et puis, il y a un troisième point qui n'a pas été mentionné, c'est le point, effectivement, qui est mentionné largement dans le livre dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire la question du processus de fascisation, c'est pas simplement
simplement une question, disons, idéologique ou une question d'hégémonie culturelle. C'est aussi une question de glissement autoritaire des démocraties à travers un certain nombre de procédures législatives, de réduction des libertés publiques, un glissement qu'on voit là aussi depuis 10 ans et qui s'est accéléré pendant la pandémie et donc dont on hérite aussi, qui fait qu'effectivement les garde-fous ou en tout cas les possibilités de s'adosser, disons, à des droits contre effectivement cette brutalisation, cette banalisation des idées de la violence verbale ou physique, ben effectivement sont de moins en moins nombreux et donc les possibilités aussi de mobilisation dans l'espace public sont de moins en moins nombreuses. Donc tout ça, ça fait un ensemble de phénomènes convergents qui existent dans d'autres zones. Bon, il faudrait les caractériser du point de vue justement de cette double crise économique et démocratique. Moi, j'ai tendance à croire que ça a à voir quand même avec bon, il y a effectivement la question du nativisme qui existe dans plusieurs pays. Hein, et il y a la question effectivement aussi de la position dans le système monde capitaliste. C'est-à-dire qu'on est dans des pays qui sont tous dans des positions critiques, semi-périphériques, en déclin. C'est le cas aussi des États-Unis. Et donc, il y a une différence par rapport à l'Allemagne, hein, par rapport à l'exemple que et du coup, effectivement, dans ces pays-là, le nativisme est très puissant. Il y a un déclassement à la fois des nations et un déclassement d'une partie des populations dans ces nations qui est effectivement un ferment extrêmement fort de cette fascisation.